és a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. C'est vrai que la situation actuelle au Mali, il faut d'abord voir une situation sécuritaire qui, avec la libération des différentes villes qui étaient occupées par les rebelles, par Al-Qaïda, par les narcotrafiquants et par bien sûr les djihadistes, comme on dit, parce que c'est un mélange. Aujourd'hui, on assiste à la libération de nos villes. On a vu la libération de Gao, de Tombouctou, aujourd'hui jusqu'au Grand Nord, Kidal. Toutes ces villes sont en train d'être libérées par l'armée française, avec bien sûr l'armée malienne et les alliés, la MISMA et les forces tchadiennes. Mais au-delà de cette situation sécuritaire, nous avons quand même quelque part aussi une sorte de catastrophe humanitaire. Parce que nous avons des populations déplacées, à peu près 150 000 à 170 000 qui sont déplacés. À l'extérieur du pays, ils sont dans des camps, dans les pays voisins. Nous avons aussi des déplacés intérieurs, des femmes, des enfants qui ont parfois quitté avec des hommes, des familles entières, qui ont quitté le nord pour venir vers le sud. Et donc cette situation aussi est très dure à vivre. Et nous assistons à la destruction de tout ce qui est comme administration vers le nord, administration publique, les écoles, et puis bien sûr, franchement, l'économie qui est à terre. Donc pour résumer, voilà ce qui s'est passé. Bien sûr, nous avons une situation institutionnelle qu'il faut dire, un président intérimaire. Nous sommes dans une phase de transition et nous sommes en train de préparer bien sûr le processus électoral. Quelles sont les principales urgences maintenant du Mali? L'urgence, pour moi, c'est quand même deux choses. C'est déjà l'humanitaire, c'est vraiment, c'est dur. C'est des familles entières qui perdent tout, des cas des droits de l'homme, de violation des droits de l'homme, des personnes handicapées à vie, des mains coupées, des bras coupés, une barbarie. Donc ces conséquences laissent toujours des traces dans le quotidien des gens, des personnes innocentes, des traumatismes même, hein, parfois toutes les communautés qui ont été touchées par cela. Donc actuellement, nous avons franchement besoin aujourd'hui de sécurité alimentaire. Ces zones sont des zones qui sont des zones en fait désertiques et qui sont des zones pas forcément de forte agriculture, mais de petits commerces. Mais aujourd'hui, ces zones sont dévastées. Donc, il y a une catastrophe alimentaire. Rapidement, ce serait bon d'y secourir, de voir qu'est-ce qui peut être fait en termes d'apport alimentaire, de soutien alimentaire aux populations. Et au-delà de ça, vous savez aussi que c'est toujours accompagné par des questions sanitaires, des problèmes de soins, de médicaments, qui sont, pour être concrets, qui n'existent pas dans certains hôpitaux, qui sont débordés. Je me dis qu'il y a également ce point qui aujourd'hui mérite d'être honnêtement vu de très près. Et nous avons aussi la vie continue. Les populations doivent s'installer, ils doivent reprendre leur vie normale. Donc ça, c'est tous ceux qui comprennent l'économie, que quand on perd tout, les microcrédits, tout ça se détruit. Les femmes qui faisaient des petits commerces pour subvenir à leurs besoins, aujourd'hui n'arrivent pas. Parfois, des hommes d'affaires ont tout perdu. Donc, je crois qu'il y a une relance économique aussi, de ce point de vue, qui est tout ce qui peut être fait en termes d'appui, d'entrepreneuriat. Il doit y avoir une volonté, quand même, aujourd'hui, d'aller vers ça. Maintenant, il y a une grande communication qui doit être menée, parce qu'il y a aussi des balles que les enfants, parfois, prennent, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis il y a même eu ces derniers temps quelques cas de décès d'enfants qui prennent des balles et qui se mettent à les mettre sur des pierres et puis ils tapent dessus pour voir ce qu'il y a dedans, en ne se rendant pas compte que ça peut exploser. Donc il y a une grande communication et une sensibilisation qui doit être menée pour que honnêtement, vraiment, les gens se protègent le plus possible. Et laissent chaque fois qu'ils voient des munitions,
l'armée, les services de sécurité intervenir pour les détruire. Maintenant, il y a les élections. Nous sommes en phase de transition. Nous souhaiterions aller à des élections. Et ces élections, la classe politique, à l'unanimité, veut que ce soit un système moderne, biométrique, et avec une révision correcte des listes électorales. Je pense qu'on a besoin au fur et à mesure aussi qu'on aille vers ça. Donc vous voyez, il y a le retour des populations, l'appui, leur installation, pour résumer, et bien sûr l'appui aux élections. Et on peut faire des élections maintenant avec la situation qu'il y a à le pays? Et le gouvernement de transition a quand même donné une date indicative. Ils ont proposé une date qui est le mois de juillet. Mais c'est clair que pas d'élection bâclée. Il faudrait d'abord qu'il y ait plus de sécurité, plus de retour des populations. Mais ils ont donné une date indicative pour montrer la volonté qu'on veut également rapidement aller vers un président démocratiquement élu pour quitter la phase de transition. Parce qu'une phase de transition est une phase aussi qui est une phase, comme son nom l'indique. On est en transit, comme dans un aéroport. On passe d'une étape à une autre. Donc il y a cette volonté. Parce que nous tous, nous sentons que plus on va vers ça aussi, plus ça peut aussi nous aider à faire revenir tous les partenaires économiques, que ce soit l'ensemble des amis du Mali, peuvent encore être beaucoup plus comportés. Même si aujourd'hui, nous savons que honnêtement, à travers tout ce que la France a fait pour le pays, à travers tout ce qui a été fait par la CEDEAO, par l'Union africaine, nous nous rendons compte que les partenaires aujourd'hui sont en train de revenir dans le pays. Et ceux qui avaient quitté le Mali sont en train de revenir. Et ça, c'est quelque chose de très fort et d'encourageant. Mais des élections, ne peut pas diviser le pays. Organiser des élections maintenant, peut-être la compétence dans ces élections, c'est un risque. Vous savez, d'abord, c'est très important que vous compreniez ce qui se passe. Parce que le Mali est loin de beaucoup de commentaires. Beaucoup de gens expliquent la situation, c'est vrai. Mais parfois, ils se trompent. C'est très important de le dire. Regardez au départ, l'ensemble des analystes, la majorité, a comparé le Mali à l'Afghanistan. Oui, ça va être un sanctuaire. Oui, on va ouvrir un nouveau front. Ils viendront tous là. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'à moins pratiquement d'un mois, l'opération Serval est arrivée à balayer complètement les forces qui étaient sur place. Et ça a été une surprise pour beaucoup d'analystes qui pensaient même que l'armée française risque de s'embourber. Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est très important que l'opinion du monde le sache. En fait, c'est une greffe. Ceux qui sont au Mali ne sont pas toujours des Maliens. Ils viennent d'ailleurs. Et bien sûr, il y a des Maliens, c'est vrai. Mais beaucoup parfois sont des Libyens, sont parfois liés à l'Algérie, sont des Afghans qui se sont retrouvés au sein de Ansardine, au sein de Al-Qaïda, au sein de Moujang, même du Nigeria. Ils se sont retrouvés, bien sûr, le sujet fâche un peu, au départ, porté un peu par le MNLA. Même si plus tard, il faut les dissocier. Plus tard, le MNLA a fait des affrontements avec eux. Mais au tout départ, ils ont constitué un front. Ils ont même signé un accord en sortant pour dire, franchement, qu'ils marchaient ensemble main dans la main. Les premières attaques des villes du Mali ont été faites par ces groupes. Dans ces groupes, vous avez des djihadistes. Des gens qui veulent nous apprendre la religion musulmane. Sans nous. Mais on est estomaqués. Nous avons un vieux pays qui est dans l'islam depuis le XIIIe siècle. Nos empereurs sont allés faire le pèlerinage à la Mecque depuis le XIIIe siècle, depuis l'empire du Mali. Ils ont traversé tout le Grand Sahara. C'est connu.
il y a des écrits d'Ibn Battuta qui le relatent, de Tariq el-Soudan qui le relate. Donc, il va de soi qu'en se mettant ensemble comme cela, avec des djihadistes qui prônent une forme d'islam qui nous est étranger, avec des narcotrafiquants, ACMI, tout un mélange, des gens qui prennent des otages humains, des personnes qui viennent aider notre pays de bonne foi, des personnes les enlèvent sur d'autres territoires ou bien dans nos territoires. On crée comme ça un mélange. Et c'est ce groupe armé, bien sûr, après ce qui s'est passé en Libye, avec de l'artillerie lourde, avec des pick-up sur lesquels ils mettent des armes lourdes, ils attaquent nos villes. Bien sûr, après aussi une crise institutionnelle, provoquée par une de leurs tueries. Parce que quand on analyse à fond chez nous au Mali, nous savons qu'il y avait beaucoup de difficultés, c'est vrai. Mais on n'était pas arrivé jusqu'à un coup d'État. Le pays, on sait que nos pays traversent des difficultés, c'est pas parfait. Nous avons des progrès à faire dans beaucoup de domaines, c'est réel. Personne ne peut le nier, surtout moi, de ma génération, on ne peut pas le nier. Nos pays doivent aller plus fort, avancer, changer d'attitude, comprendre mieux le monde, rentrer dans la modernité, c'est vrai. Mais jusqu'à aller à un coup d'État, ça a été une surprise. Parce que quelque part, les premières attaques de nos villes ont été d'abord des carnages. Donc ça a choqué l'opinion. Et l'armée qui s'est retrouvée a donc fait un coup d'État. Que personne ne souhaite et que personne n'aimerait qu'il y ait un coup d'État. Personne ne peut défendre un coup d'État. Mais ça a été fait. Suite à l'attaque de certaines villes du Nord et aux conséquences qui ont entraîné donc l'affaissement de notre première institution, qui est l'institution présidente de la République. Donc vous comprenez qu'on se trompe en pensant que ceux qui ont fait ça sont des Maliens et le pays va diviser. C'est là qu'il y a l'erreur. Le nord du Mali, qui va de Gao, Tombouctou jusqu'à Kidal, majoritairement est peuplé par un mélange ethnique, par des Songwe, par des Peuls, par des Bambara, par des Touaregs, par des Arabes. C'est un mélange ethnique qui est au nord du Mali. Vous prenez la ville de Kidal, vous trouverez là-bas des noms de famille Keita. Pour ceux qui connaissent ça, ils me comprennent. Traoré, Djara, ils sont à Kidal. Il y a aussi des Ag, il y a aussi des Ould. C'est ça, le Mali, c'est comme ça le nord. Donc, il faut faire le distinguo. Ce n'est pas le Soudan. Ça n'a rien à voir. C'est vérifiable, palpable. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus l'Afghanistan. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Si vous prenez aussi les Touaregs, tous les Touaregs aussi ne sont pas d'accord avec ce que fait le MNLA. Donc vous comprenez que, mais, je dis bien mais, même si c'est deux fils du Mali qui ne sont pas d'accord, on doit s'asseoir avec eux et discuter. Parce que c'est ça notre tradition, la paix. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a joué ce tour. Parce que la paix est rechercher la paix à des moments donnés. À chaque fois, après des divergences qui vont aller jusqu'à l'affrontement. Ce qui est triste, parce que les divergences peuvent exister. Même dans une famille, on peut ne pas s'entendre entre frères. Mais on ne doit pas en arriver aux armes. On ne doit pas en arriver aux armes. Mais on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, bravo qu'on ne soit pas tous d'accord. Parce que quand on est tous d'accord, on rentre dans l'unanimisme. Et l'unanimisme ne développe pas. Parce qu'on peut se tromper tous ensemble. Et quand on se trompe tous ensemble, comment est-ce qu'on va faire? Donc il va de soi qu'on peut ne pas être tous d'accord. Mais dire que le Nord séparé, non, ça n'a rien à voir. Le Mali, c'est un mélange. Si aujourd'hui vous faites un référendum, un exemple que je donne, je me demande s'il y a ceux qui prônent les faits d'armes, je me demande s'ils seront 3% de toute la population du Nord. Toute la population. Je dis bien 3%. Ça va mettre. À travers de l'indépendance. Voilà. C'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, vous dites par exemple, on va vers l'indépendance, le Nord voté. Ceux qui prônent l'indépendance là, leur nombre, le nombre, je dis, ne peut pas dépasser 3%.
du nord, même pas. Je peux même peut-être dire 2,5%. C'est pour cela qu'il y a un problème de compréhension. Le nord du Mali n'est pas peuplé que de Touaregs. Non. Le nord du Mali est un mélange culturel. Mais dans ce mélange culturel, vous savez que tellement ça choque d'autres ethnies que eux ils se sont organisés, ils ont tenté d'organiser des mouvements d'autodéfense. Parce qu'ils disent c'est notre terre. Comment on peut revendiquer cela? Ces mouvements d'autodéfense, vous savez d'où vient l'origine? L'origine vient, bien sûr, pour les historiens, ils le savent, depuis l'Empire Songhai. Parce que le Nord a été géré par de grands empereurs. Le Mali est un vieux pays, berceau d'au moins 5 empires et 5 royaumes. C'est ça aussi qu'il faut connaître. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Eux ils diront, mais attends, jamais les Touaregs n'ont été empereurs ici, de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention française? Il était nécessaire? L'intervention française était nécessaire. L'intervention française était salutaire. L'intervention française était une excellente chose. C'était une excellente chose, honnêtement. Quelqu'un dit que l'intervention française a des autres intérêts pour défendre ses propres intérêts dans la zone. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est comme ceux qui disaient que le Mali c'est l'Afghanistan. C'est le même type de comparaison. Parce que parfois aussi, beaucoup de gens pensent qu'on ne fait rien pour rien, qu'on ne peut rien faire pour rien. Mais en Afrique, peut-être qu'on est loin parfois de ça. Pour nous en Afrique, on peut aimer comme ça. Sans arrière-pensée. Ça peut arriver. Pour rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. On aime la personne, on aime ça. Ça c'est peut-être, on est proche beaucoup de la nature, c'est dû peut-être aussi à notre culture d'Africains. Parfois nous on a la main sur le cœur, c'est vrai. Maintenant, l'intervention française en tant que telle, je pense aussi que le président François Hollande l'a clamé à la place de l'indépendance du Mali. Il a dit, je suis venu payer une dette. La dette de sang. De vos pères, arrière-grands-pères, qui sont venus mourir ici pour la libération de l'Europe et pour la libération de la France. Parce que beaucoup de soldats soudanais, en son temps, sont venus se battre ici contre le fascisme et contre les forces hitlériennes. Et beaucoup sont redevenus handicapés à vie et ont perdu des membres, des jambes, ce qu'on appelle chez nous les anciens combattants. Beaucoup. Aussi bien la guerre de 14-18, la Grande Guerre, que, honnêtement, la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me dis que ces liens aussi existent entre nos pays africains et l'Europe. Je crois que c'est tout ça, bien sûr, au-delà de nos liens culturels, qui a donc poussé vraiment la France à intervenir vigoureusement et de façon salutaire. Mali aura besoin de l'aide internationale pendant beaucoup de temps? On a besoin d'aide. Notre pays a besoin aujourd'hui d'être soutenu parce que ce qui se passe dépasse un peu aussi nos forces, il faut être honnête, dépasse les forces seules de la CEDEAO et de l'Union africaine. On a besoin de l'aide, d'être renforcé dans beaucoup de segments pour que nous puissions sortir de là définitivement. Nous sommes un pays riche aussi qui a beaucoup de potentialités, qui offre beaucoup de capacités. Nous avons un fleuve qui traverse le pays de bout en bout, des terres immenses, avec des traditions d'agriculture. Je crois que beaucoup de choses peuvent être faites. Nous avons un sous-sol qui aussi, parfois même, dans certaines zones, frôle le scandale géologique, comme certains aiment le dire. Nous avons beaucoup de minerais, c'est connu, parce qu'on est les deuxièmes producteurs d'or dans le monde. On fait beaucoup de coton, et ainsi de suite. Donc je crois que on a aussi un potentiel. Mais ce potentiel aujourd'hui, avec la crise, avec le fait que tous nos partenaires se sont retirés, avec la crise institutionnelle, a mis notre taux de croissance à moins 1,5% à peu près. Donc une croissance qui frôle les 5%, 6%.
Même si je pense qu'on va aller plus loin. Mais donc je me dis aujourd'hui qu'on a besoin d'aide. Et c'est pour cela, permettez-moi, hein, je remercie beaucoup la coopération de développement, la coopération internationale de l'agence de Catalunya qui m'offre aujourd'hui, franchement, l'opportunité de lancer un appel à l'opinion, à votre opinion. Nous savons qu'ici aussi il y a une crise, nous savons que l'Europe est en crise. Mais chez nous, parfois, on dit que même si une pirogue est pleine, ça n'empêche pas de dire à un voyageur de la pirogue, dites bonjour à ma famille quand vous arrivez de l'autre côté du fleuve. Cela n'empêche pas, ça ne peut pas faire chavirer la pirogue. Je sais ici que les temps sont très durs, j'ai un peu compris. Mais nous lançons toujours un appel à votre opinion, à votre gouvernement, à tous vos élus, pour dire que nous vivons une situation qui mérite une attention particulière et que notre pays demande donc un soutien. C'est pour cela que je suis là, pour expliquer, sensibiliser et dire ce qui se passe chez nous. Et comment vous voyez pour finir le futur du Mali? Le futur du Mali sera radieux parce que les terroristes et les narcotrafiquants vont perdre. Ils vont perdre. Je finissais hier par une symbolique que je vais garder. Une symbolique qui a fait sourire peut-être ceux qui s'occupent d'humanitaire, parce que j'ai fait une rencontre avec toutes les organisations qui font de l'humanitaire. Je vais finir par cette symbolique. Vous savez, la Terre n'est pas peuplée que par les hommes. Nous avons aussi d'autres espèces. Quand on prend par exemple les espèces végétales, peut-être qu'on aurait eu seulement rien que des sapins sur toute la Terre. Mais non, on a une multitude de diversités. On a même parfois des arbres qui protègent d'autres arbres. Et il y a une sorte de coexistence organisée qui nous dépasse même parfois. Nous n'avons pas seulement que des chèvres, nous avons plusieurs types. Mais ce que moi je remarque, dans le règne animal, nous en Afrique on dit ceux qui versent du sang, ceux qui ont du sang, ceux qui dans ce règne animal, les plus méchants des animaux qui sont considérés comme méchants, même si c'est la loi de la nature, ceux qui mangent les autres, c'est eux qui sont en voie de disparition. C'est eux qui disparaissent. On est même obligé de les protéger. Chez nous les humains aussi, les plus méchants, c'est eux qui vont disparaître, c'est eux qui vont perdre. Parce que ça nous dépasse. C'est une loi claire. On ne peut pas venir chez un peuple pacifique, couper des bras, couper des jambes, au nom de ce que vous imaginez à vous, comme étant une religion à vous, et puis gagner, rester sur cette terre. Nos populations ne sont pas d'accord. Ils vont vous bouter dehors, ils vont vous dénoncer. Même ceux qui ont été collaborateurs seront mis devant la justice, c'est normal. Donc, l'avenir du pays ne peut être que radieux parce qu'ils vont perdre. Soit ils déposent les armes, ou bien ils se font arrêter et juger, ou bien je suis convaincu, ceux qui vont résister vont perdre la vie. Ils ne pourront rien comme ça. C'est une loi de la nature. Les méchants perdent. Les méchants perdent. Mes enfants m'ont souvent demandé, papa, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces gens? C'est la question qu'ils posent. Qu'est-ce qu'on les a fait? Comme l'Holocauste. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous nous traitiez comme ça? Qu'est-ce que vous disiez? Je dis, mais rien. Je dis, c'est des hommes noirs, méchants, noirs pour peindre dans leur âme. C'est des hommes qui ne comprennent pas le sens de l'humanité. Ils ne se rendent pas compte que le temps de l'Holocauste est terminé. Qu'aucun peuple ne va accepter ce qu'ils sont en train de faire. Frapper le World Trade Center, vous implanter partout, poser des bombes, exterminer des vies humaines, enlever des humains, les vendre comme
de vulgaires marchandises, comment vous allez ne pas être pourchassé par toutes les nations? Mais vous serez pourchassé par toutes les nations. Et votre avenir sera sombre, vous allez disparaître. C'est une note d'espoir, c'est sur une note d'espoir que moi je finis. Je suis convaincu que mon pays, qui est un pays de solidarité, de paix, va s'en sortir. C'est ce qui fait peut-être aujourd'hui qu'il y a aussi cette vague de sympathie vers le Mali. On est réputé être un pays qui a bien amorcé son processus démocratique, qui a réussi des avancées majeures, visibles, en son temps. Bien sûr, ce n'est pas toujours parfait, mais qui a commencé un élan économiquement, socialement. On a des traditions de paix. L'étranger est roi au Mali. L'étranger est roi chez nous. C'est un pays d'accueil. Et on a un brassage culturel depuis le 4e siècle, 12e siècle. C'est des codes entre nous, de joie, de vie et de grande solidarité. Donc moi je pense qu'avec le soutien de tous, mon pays va s'en sortir. J'en suis convaincu. Nous on aime dire que notre pays est un pays béni, contrairement à ce qu'eux pensent. C'est ce que nos vieilles personnes nous disent. Zamidjanit Barcelona